Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous retrouvons André maintenant pour la version francophone, parce que nous sommes multiculturels, de cette interview sur les zones de génie. Et j'aimerais que tu reviennes brièvement quand même, André, sur ton parcours qui est très diversifié. Et en mentionnant quand même qu'à 19 ans déjà, tu crées ta première start-up que tu avais revendue même 3 ans plus tard. Donc, tu étais Oui, déjà… effectivement, ouais, je me souviens. À l'âge de 13 ans, en fait, j'avais été payé pour mon premier, comment dire, ma première intervention en tant que consultant dans l'informatique. Et puis, effectivement, à l'âge de 19 ans, j'avais créé mon premier business. Le mot startup, j'avais jamais entendu parler d'ailleurs, mais j'ai revendu effectivement cette affaire 3 ans après. C'était très formateur, mais comme j'avais aucun exemple d'entrepreneur dans ma famille, dès lors, quand j'avais fini mes études, je pensais qu'il fallait trouver un vrai travail. Il m'a fallu attendre l'âge de 40 ans pour me rendre compte que finalement, on pouvait aussi, comment dire, gagner sa vie et avoir des expériences incroyables dans une start-up. Et effectivement, à l'âge de 39, vers la fin de 39 ans, 2 semaines avant d'avoir 40 ans, j'ai vraiment une grosse crise d'identité et comprendre qu'est-ce que j'allais laisser comme héritage, au fait, dans mon travail. Et je trouvais pas que j'avais un impact extrêmement positif par rapport à la société ou par rapport à l'environnement. Donc, je me suis vraiment reconverti. Et j'ai lancé cette startup Go Beyond Investing que j'ai cofondée en 2010, où on est devenu 800 investisseurs à mettre notre propre argent dans d'autres startups. Donc, on a fait 200 tours d'investissement de startups et 24 millions de notre propre argent en tout. Et puis, j'ai reçu un appel de mon banquier, au fait, la semaine dernière, pour me demander qu'est-ce que c'était que cette somme qui arrivait sur mon compte. C'était un des payouts d'une des startups dans laquelle j'avais investi, qui a très, très bien marché. Oui, donc ça m'a permis de comprendre entre-temps, oui, j'ai passé 17 ans dans des multinationales entre-temps, entre le moment où j'ai vendu mon premier business et puis que j'ai co-créé cette start-up. J'ai travaillé en Suisse, aux États-Unis, en Asie. J'ai beaucoup appris, mais c'est vrai qu'à la fin, je voyais plus tellement de sens par rapport à ce monde-là et je voyais pas l'impact que j'avais personnellement par rapport à la vie des personnes de mon entourage. Donc la startup Go Beyond Investing, puis bientôt, il y a 5 ans maintenant, je suis devenu conseiller indépendant comme je comprenais le monde des très grandes organisations et le monde des startups, de savoir apporter un savoir-faire, une pensée entrepreneuriale dans une grande organisation, dans une organisation qui existe depuis un certain temps. Ça s'applique aussi très bien aux PME d'ailleurs. Lorsqu'il y a besoin de se transformer dans un monde vers lequel on va volatile, incertain, complexe et ambigu, c'est important d'avoir ce savoir-faire vraiment de mentalité. Avec la mentalité, avec vraiment la mentalité agile, c'est un mot qui est, je trouve, uber employé, l'agilité aujourd'hui. Mais si on a vraiment, vraiment une pensée agile, on arrive à se retourner dans beaucoup, beaucoup de situations. Et j'ai beaucoup, beaucoup d'empathie pour les personnes qui ont vécu des choses très, très difficiles dernièrement avec cette situation. Et en même temps, je suis absolument convaincu que toute situation a aussi un grand, grand nombre d'opportunités. Et mon banquier qui m'appelle pour savoir qu'est-ce que c'est que cet argent, à la fin, je lui envoie de la documentation sur comment est-ce qu'on pourrait aider d'autres entreprises clients de la banque pour aider à se retourner. Donc, un exemple de te retourner à une situation pour une opportunité. Donc, oui, tout à fait. Chaque instant révèle beaucoup d'opportunités. La difficulté, c'est de les voir soi-même. Quand on est pris dedans, c'est parfois un peu trop proche, effectivement. Oui. Alors, ça Ouais. nous mène justement vers cette très intéressante question. Dans ton expérience justement de coach ou de mentoring, d'accompagnement, qu'est-ce qui finalement ressort parce que bon, tu coaches des exécutifs, des C-level, des employés aussi dans les grandes corpos ou dans les Mm. PME, au niveau de leur transition de carrière et en termes de satisfaction aussi personnelle, professionnelle. Ouais, ouais, effectivement. Moi, ce que je remarque quand même, c'est plus les personnes montent dans les sociétés et quand même moins elles sont connectées à leurs vraies envies, à leurs vraies zones de génie. On va en parler dans un petit moment. Et plus elles ressentent une pression extérieure que l'on peut percevoir, je l'ai aussi vécu dans la pression de la société, des autres employés, de nos amis, de notre famille, que ce que l'on pense que d'autres personnes pensent c'est bien pour nous. Donc là, il y a un double mensonge. On pense que les autres pensent pour nous. Il y a deux, en tout cas deux endroits où c'est pas tout à fait correct. Et in fine, la seule personne qui est responsable pour notre propre bonheur, je mets bonheur avec un B majuscule, c'est nous-mêmes.
Et le regard extérieur, moi j'ai vraiment dû apprendre à m'en défaire et pour me connecter à mes vrais besoins à moi. Et dès lors, c'est un voyage incroyable, on va en parler. Mais il est vrai que plus je vois les personnes qui montent dans les sociétés, et moins quand même je ressens une satisfaction. Et parfois les personnes arrivent tout le temps et se disent mais enfin, enfin je vais avoir ce que je veux. Et elles ne sont pas toujours si satisfaites que ça tout en haut. Et il y a besoin d'en faire un travail de fond pour se reconnecter à nos propres zones de génie, à notre propre bonheur intérieur. Alors, quand tu parles de zone de génie, pardon, est-ce que ça paraît pas un petit peu, en guillemets, prétentieux? Qu'est-ce que tu entends par Oui, là? alors j'aime beaucoup, ouais, merci Muriel, j'aime beaucoup cette remarque. Dans les milieux latins en particulier, la zone de génie, de dire que nous sommes tous un génie dans quelque chose, ça peut heurter, et c'est un peu exprès, parce que nous sommes tous un génie dans plusieurs domaines, vraiment, hein. Et c'est comment identifier la zone de génie, c'est que ça nous paraît totalement naturel pour nous, naturel au point que l'on pense que tout le monde sait le faire. Et c'est bien ça le problème. Il y a des choses qui sont difficiles que l'on sait faire. Ça, c'est notre zone d'excellence. Il y a des choses qui sont faciles pour nous, mais difficiles pour plein d'autres personnes. Ça, c'est notre zone de génie. Donc, d'admettre chacun que nous sommes tous un génie dans quelque chose, qu'il suffit d'identifier et savoir comment y passer un maximum de temps. Et ça, c'est transformationnel pour nous et aussi pour notre entourage. Aussi pour notre entourage. Donc, c'est fait un peu exprès d'être un petit peu heurtant, comme ça, un petit peu prétentieux. Mais une fois qu'on le vit, moi, je l'utilise pas du tout de manière arrogante. Au contraire, je pense que c'est ma propre responsabilité de passer le plus de temps possible dans quelque chose qui me fait du bien. Je ne peux pas faire du bien autour de moi si je suis pas bien moi-même, déjà. Ouais. Donc, on pourrait parler, finalement, il y a le mot compétence, puis après, il y a les zones de talent. C'est aussi Oui, le terme qu'on pourrait utiliser en français. Mais en oui. tout cas, tu as identifié dans ce voyage, en guillemets, d'accompagnement de certains exécutifs et collaborateurs, des niveaux aussi de compétences. Oui, oui, exactement, oui. Alors là, bon, il y a le niveau zéro, c'est quand je sais pas que je sais pas. Là, je suis très dangereux si je sais même pas que je sais pas. Le niveau un, c'est je sais que je sais pas. Alors là, au moins, je peux apprendre. L'MBA était très utile pour ça, d'ailleurs. Ça a beaucoup appris, c'est très intense. Et ensuite, je sais que je sais. Et ça, c'est le niveau 2. Et la plupart des personnes sont au niveau 2 dans leur travail de tous les jours. C'est ce qu'on appelle la zone d'excellence. Par contre, un niveau après, je sais plus que je sais. C'est tellement naturel pour moi que je me rends même pas compte que je sais. Et parfois, quand je donne des séminaires, je dois descendre du niveau où je sais plus que je sais au niveau que je sais pour pouvoir l'expliquer parce qu'on c'est incapable même d'expliquer à d'autres personnes lorsque nous sommes dans ce niveau-là. Et ça, c'est notre zone de génie. La difficulté, c'est quand on sait plus qu'on sait, on pense que tous les autres le savent aussi. Parce qu'on ne se rend même pas compte de l'effort qu'on a dû faire nous. C'est exactement pour ça. C'est pour ça que c'est important d'avoir le regard des autres, hein. Vraiment un regard extérieur des personnes avec lesquelles on travaille, des personnes avec lesquelles on passe du temps. C'est elles qui peuvent, et que elles qui peuvent identifier leur zone de génie. Et très souvent, très souvent, c'est un grand étonnement. Moi, quand on m'a dit les miennes, j'étais, bah non, mais tout le monde sait faire ça, il n'y a rien de spécial. C'est vraiment au travers du retour des autres que j'ai pu le comprendre. Oui. Et tu mentionnes quelque chose de très intéressant dans le teaser, justement, qui a à voir avec les zones de génie. On parlera des formations tout à l'heure. C'est que les personnes auxquelles tu t'es adressé pour justement bien identifier ces zones de génie, il faut que ce soit des personnes de confiance aussi. Oui. On t'oriente quelque part, par entre guillemets manipulation, vers des soi-disant zones de Oui. génie, où finalement, Ouais. on va vouloir plus t'utiliser que ton épanouissement professionnel, qui d'ailleurs va aussi rayonner sur les autres. Hein, parce que Très fort, oui, tout à fait. Oui, effectivement. Oui, ça c'est un point important. Effectivement, il y a des personnes dans notre entourage, j'espère pas parmi nos amis, parce que d'habitude on les choisit un peu mieux, mais parfois dans l'entourage professionnel, il peut y avoir des personnes qui comprennent comprennent très bien la force de cet outil, mais qui nous donneront des réponses justement plutôt dans notre zone d'excellence pour essayer de nous faire dévier de nos zones de génie, parce que la puissance, littéralement, moi je suis 2, 3, 4 fois aisément plus efficace, avec plus de joie, de bonheur, d'énergie. Après, on va en parler quand je suis dans mes zones de génie par rapport à mes zones d'excellence. Oui. Alors, comment est-ce qu'on les identifie? C'est déjà demander ce retour, mais Oui, tu parles d'outils. Tu as une méthodologie. On peut... oui.
Oui, effectivement. Donc, on va partager deux outils avec cette vidéo. Alors, un outil permet de sourcer et d'agréger, donc d'aller prendre des zones de génie. Et après, c'est important d'appliquer un filtre dessus parce que depuis l'extérieur, on peut être vu comme étant compétent autant dans nos zones de génie que dans nos zones d'excellence. Mais Oui, nos zones d'excellence, il y a une grosse différence. Ben, quand je suis dans ma zone de génie, j'aurai plus d'énergie après. Le temps va devenir fluide, où il va passer beaucoup plus vite, où on a l'impression qu'il s'arrête. J'aurai l'impression d'être vraiment nourri quand je suis dans ma zone de génie, tandis que quand je suis dans ma zone d'excellence, c'est une satisfaction juste d'avoir biffé les tâches à faire. En fin de journée, ouais, je suis satisfait, j'ai pu faire ces tâches-là, mais en fait, j'aurais pas plus d'énergie qu'au début. Moi, le soir, quand vraiment j'ai passé ma journée dans ma zone de génie, je dois vraiment, vraiment faire attention à baisser l'énergie, sinon j'arrive pas à dormir. Tellement au taquet. comme le sport, quoi. C'est comme le sport. Exactement. Si tu fais trop de sport le soir, après, tu as ta zone qui te Exactement, je laisse. suis tellement au C'est taquet, mais donc c'est pour ça qu'une compagne très proche m'aide énormément et merci encore à Sylvie pour ça. De me dire, ok, là, et puis je peux redescendre, puis après, sinon j'arrive absolument pas à dormir tellement que ça me donne d'énergie. Quand je suis dans ma zone de génie, littéralement, ça nourrit mon besoin de bonheur. Tandis que bonheur avec un B majuscule, hein. Dans ma zone d'excellence, ouais, ça remplit la journée, ça peut donner une satisfaction d'avoir accompli des tâches, mais je suis pas nourri à l'intérieur, hein. absolument. Mon entourage le ressent. Mon entourage le ressent immédiatement et si ça devient lourd et oh, faut encore ça à faire, ça c'est la zone d'excellence, c'est pas la zone de génie. Même si je suis compétent pour le faire, hein. Bien sûr. Et alors, du coup, là, on parle de zone d'excellence et de génie du point de vue individuel, mais maintenant, qu'est-ce que tu vois intrinsèquement, le lien entre l'individu et l'organisation? Ouais, là, je trouve très intéressant et peut-être même un peu attristant, voire dans certains cas même un peu affligeant, hein. Si je regarde, j'ai passé beaucoup de temps à coacher d'autres personnes et à essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on avait un héritage collectif qui nous déconnecte autant de nos zones de génie. C'est quand même pas possible. Et il y a une sorte d'obligation collective que l'on ressent. Le travail, ça doit être une espèce de souffrance, de lourdeur. Sinon, c'est pas vraiment un travail. Il y a de gagner de l'argent pour faire quelque chose où j'ai du plaisir. Oui, c'est quand même pas tout à fait naturel, hein. Et pourtant, et pourtant, si on regarde bien, la première, deuxième et troisième révolution industrielle était un système où une personne savait, il y a un nombre certain de personnes dessous qui devaient appliquer. C'était quand même très hiérarchique et très verticalisé. J'ai appris dernièrement que ce qu'on appelle le description de poste, aujourd'hui le job description, à l'origine, c'était sur des machines qui étaient dans la fabrique, la ligne d'assemblage. Ben, chaque machine avait une petite plaquette qui expliquait ce qu'elle faisait. Après, on a enlevé les machines, on a mis les personnes à la place. Ben, du coup, on a pris la plaquette, on l'a mis sur la personne. C'est pas hyper quand même humain ou adaptif, hein. Donc, voilà. Mais dans ces premières, deuxième et troisième révolutions industrielles, c'était, soyons honnêtes, c'était utile, peut-être même nécessaire. Nos ancêtres seraient probablement pas nés sans les vaccins, sans les antibiotiques. On n'aurait juste pas survécu, hein. Mais aujourd'hui, pour aller plus loin, pour avoir une vraie adaptation par rapport au monde dans lequel on va, je pense que c'est absolument nécessaire d'avoir des employés, des personnes plus audacieuses qui peuvent prendre de l'initiative, qui peuvent mener à bien des projets sans qu'il y ait quelqu'un constamment les surveiller derrière. Et moi, ce que j'entends parmi les CEO, même parmi les boards dans des sociétés où j'interviens, c'est vraiment de chercher des employés plus indépendants, plus audacieux et de pouvoir mettre en place des projets. C'est pas qu'est-ce que je fais une formation. Le savoir en soi est pas plus suffisant. C'est qu'est-ce que je fais du savoir que je reçois. Quel est le changement effectif que je peux mettre en place suite à cette formation dans la société? Voilà. Et alors, justement, alors, quelles sont les actions concrètes que tu mets en place pour que cette transition qu'on est en train de vivre Ouais, du changement ouais, sociétal, ouais. aussi avec cette formation, qu'est-ce que concrètement tu nous amènes de différent des autres dans ces Oui, journées? alors un, donc c'est identifier les zones de génie, ça c'est important, et de savoir où c'est qu'elles sont. Oui, Deux, c'est les distiller et séparer les zones de génie des zones d'excellence.
Et une fois que je sais vraiment que ces tâches-là sont mes zones de génie et que j'ai enlevé les zones d'excellence, dès lors, il faut quand même souvent les repackager d'une manière un peu innovante, hein, parce que comment dire, j'ai pas encore vu de demande d'emploi qui disait zone de génie X. Si vous envoyez, envoyez-moi s'il vous plaît, avec grand plaisir. Ou j'aurais grand plaisir d'ailleurs à implémenter chez vous des demandes d'emploi qui disent zone de génie X trouvée par votre entourage. Et je suis absolument sûr que les personnes seront 2, 3 fois plus efficaces, que ça va augmenter comment dire, le taux de participation, l'engagement des employés. Le jour où on saura faire ça, ce sera incroyable. Mais au niveau individuel, après, il faut souvent quand même repackager ces choses parce qu'il faut bien voir dans le monde vers lequel on va, le marché de l'emploi il va quand même être un peu différent. Hein. Ces semaines, on licencie plus de 300 personnes chez Philip Morris. Aucune de ces personnes n'est licenciée parce qu'elle faisait un mauvais travail. Aucun. Et l'excellence opérationnelle n'est plus un différenciateur au niveau individuel, d'ailleurs plus un différenciateur au niveau d'une société non plus. Hein. Il faut aller au-delà de ça. Tous les concurrents, autant d'autres employés que d'autres sociétés, ont une excellence opérationnelle. Sinon, on peut même pas commencer à jouer. Par contre, pour être différencié, il faut aller bien au-delà. Et le fait d'être dans sa zone de génie et se connecter à quelque chose qui nous donne du bonheur, ensuite, ça rayonne autour de nous. On est beaucoup plus efficace, ça c'est absolument sûr. Et les personnes autour de nous le remarquent très, très vite. Hein. Je vois dans les semaines qui ont suivi l'identification des zones de génie, constamment, j'ai des participants au workshop qui disent, mais mon entourage me dit, mais qu'est-ce qui a changé en toi? Ça va? Tu es malade? Tu prends des drogues? Tu as changé de partenaire? Qu'est-ce qui se passe? Non, 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 je travaille juste dans les zones de génie, tout va bien. Donc, voilà. Et l'entourage le voit très, très rapidement. Et littéralement des semaines. On a une réunion dans des workshops, la réunion une dizaine de jours. Et moi, j'étais, époustouflé par les changements mis en place en 30 jours. Ouais. 30 jours, des gens qui ont commencé à faire des interviews avec l'entourage. Qu'est-ce que tu penses? Combien tu serais à payer pour ci? Combien tu serais prêt à payer pour ça? Les gens disaient, mais ne me dis pas combien je suis prêt à payer. Moi, je te paye. C'est bon, je sais que tu es bon là-dedans, je t'engage. Et immédiatement, ils ont des demandes même de mandat. Hein. Ouais. Juste au travers des interviews, dans les 30 jours qui ont suivi, c'était incroyable. Ouais. Incroyable. Pascal, on dit... en tout cas de l'époque quand j'étais référente, on dit principe-réalité. C'est très important d'aller confronter et oui. Pas de rester dans une forme de rêve. Ah, mais quand j'aurai ce job, ah, mais quand j'aurai créé ce produit. Et ouais. Ça, c'est excellent. Il faut absolument aller se confronter à la réalité. Maintenant, oui. Toi, tu passais déjà du temps dans tes zones de génie. À l'époque, c'était gratuit. Comment tu as fait le shift? Est-ce que tu t'es senti la légitimité à partir de quand de faire payer? Est-ce que c'est OK? Oui, ça c'est un très bon point et c'est un point qui me touche beaucoup, Muriel. Merci de poser cette question parce que si je suis obligé d'avoir un travail alimentaire qui subventionne le temps que je passe dans mes zones de génie, je serai toujours limité. Je serai toujours limité dans la proportion de mon temps que je peux passer dans mes zones de génie. Et une fois que j'ai vu la puissance pour moi, pour mon entourage, pour mes clients, pour mes partenaires, la puissance de passer du temps dans mes zones de génie, c'est un tel changement que pour moi, c'est une responsabilité personnelle. C'est ma responsabilité de maximiser mon temps là-dedans. Et si je peux pas facturer pour ce travail-là, dès lors, je serai toujours limité à un jour par semaine, 2 maximum, et puis en plus on crée plein de problèmes financiers pour moi, pour mon entourage, c'est vraiment pas intéressant. Donc pour moi, c'est pas seulement légitime, c'est même une responsabilité personnelle de maximiser la proportion de temps que je peux passer. Un des outils qu'on va partager, c'est un outil de diagnostic qui permet de voir la proportion du temps que l'on passe. J'ai des participants dans mes ateliers se rendaient compte qu'ils passaient 10%, 20% de leur temps dans leur zone de génie. C'est usant, c'est usant, c'est usant. Ça a des conséquences psychologiques, même physiques, sur les personnes qui nous ne sommes pas bien. J'étais pas bien, j'en fais quelque chose. Donc, oui, donc pour moi, c'est même plus que légitime. C'est pas que j'ai le droit de le faire, j'ai même l'obligation de le faire. J'ai l'obligation pour moi-même d'abord, mais aussi pour mon entourage, pour mes clients. Et là, je verrai tout de suite un changement. Ouais. Tout à fait. Est-ce qu'il y a peut-être encore, pour conclure, un dernier mot et surtout des dates où est-ce qu'il y a 2 formations, je crois, que tu vas donner bientôt? Oui, tout à fait. Donc, alors, nous allons partager avec vous 2 des outils. Donc, un outil qui permet de sourcer et d'agréger les zones de génie. Ensuite, donc, il faut bien séparer les zones de génie des zones d'excellence.
une fois qu'on a les zones de génie, vérifiez vraiment chaque semaine, faites plusieurs semaines de suite, on va vous passer un deuxième outil qui va montrer comment, heure par heure, pendant la semaine, quelle proportion de temps est-ce que je passe dans ma zone de génie. Et faites un bilan dont nous atteignons ce que nous mesurons. Tout manager comprend tout ça et tout self-manager devrait comprendre ça. Nous atteignons ce que nous mesurons et si vous êtes en dessous de 60, 70, 80% de votre temps dans votre zone de génie, prenez des actions pour vous, hein, pour votre bien-être et ceux de votre entourage. Donc, une fois qu'on en a les zones de génie, le temps passé dedans, effectivement, repackager, on vous accompagne volontiers pour ce genre de travail si nécessaire, mais repackager votre travail d'une manière où vous puissiez passer le maximum de temps. On a effectivement déjà 2 ateliers de prévus, on vous donnera les dates dans les notes, fin juin et début juillet 2020. Et surtout, on veut en organiser beaucoup plus de ces ateliers. Donc, n'hésitez pas, si vous-même voulez vous mettre ensemble avec des amis dans votre travail, si votre manager, si vous-même vous avez une entreprise, que vous voulez mettre en place ce genre de choses pour l'entreprise, on vous accompagne très très volontiers et je sais à quel point c'est transformationnel. Donc, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, il y a 6 dates déjà prévues et surtout, il y en aura beaucoup plus à l'avenir. Et c'est un mix entre offline et online. Oui, donc effectivement, moi j'ai 300 heures de formation, contact participants d'online training. Je compte même plus des mois de formation d'une personne. Donc, on peut faire l'un ou l'autre, on peut faire un mix. Ça, c'est vraiment selon les possibilités du moment et selon les besoins et les désirs des personnes. Il n'y a aucun problème. On sait très très bien faire les deux avec des très bons retours dans les deux. Génial, André. Merci infiniment de ton temps précieux. Et je me réjouis de te voir aussi en présentiel tout bientôt. Je De te dis à même. tout bientôt. On va distribuer les infos dès qu'elles sont en ligne pour l'audience. Hein. Merci beaucoup, Parfait. André. À bientôt. Merci beaucoup aux auditeurs. À tout bientôt. Au revoir.